Voilà, je vous l'ai annoncé à l'instant, nos invités sont d'ores et déjà en plateau pour le forum d'échange, ça se discute. Je m'en vais présenter Mohamed Yamidi, bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Depuis Paris, Sophonie Jed Kobouri, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées, bonsoir. Bonsoir, bonsoir au plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Ravi de vous retrouver. À ma gauche, ici, Julio Tometti, analyste politique, juriste et gérant du cabinet juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir François David Noumon, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, Sophonie Jed Kobouri, je commence par vous. Diomaye Faye, président élu du Sénégal depuis hier, en attendant l'officialisation, mais ça ne saurait souffrir d'aucune remise en cause. Un président de rupture, mais jusqu'où? C'est le thème de nos échanges de ce soir. Déjà, comment appréciez-vous le ton de sa première déclaration, les premiers mots qu'a tenu Diomaye Faye depuis hier, un président qui est prêt à travailler avec tout le monde pour peu que le respect soit la règle pour la CEDEAO, plus d'intégration, même s'il faut réfléchir au devenir du franc CFA. Pêle-mêle, comment appréciez-vous les premiers mots du président sénégalais, du nouveau président sénégalais? Oui, alors, effectivement, vous avez raison de souligner que la victoire de M. Faye est de moins en moins incertaine, même s'il n'y a encore rien d'officiel. L'ensemble des candidats à l'élection présidentielle a reconnu la victoire de M. Faye. Donc, on tend vers une victoire qui sera confirmée officiellement, évidemment, de M. Faye. Et je crois que cette victoire nous laisse quelques leçons, me semble-t-il, indispensables. D'abord, je voudrais dire que c'est la victoire d'un système qu'on appelle la démocratie, à double titre. D'une part, nous avons la preuve indiscutable que même en ayant un projet souverainiste, panafricaniste ou de rupture, enfin, appelez-le comme vous voulez, l'on peut se soumettre au suffrage de ses concitoyens, essayer de les convaincre et même de gagner. Cela entre, n'est-ce pas, en contradiction avec l'ambiance actuelle, vous savez, la fragéologie ambiante qui voudrait faire croire que la légitimité se trouve dans la possession d'armes et qu'au fond, la démocratie électorale serait quelque chose de désuet, du passé, d'incapable, voire d'incapacitant. On a la preuve que non. Et l'idée qu'il faudrait accepter ou louer l'aide des coups d'État comme mode de légitimation, eh bien, prend un coup. Et ça, c'est un point qu'il faut souligner et continuer à souligner. Nous avons la démonstration que la démocratie, c'est bel et bien l'égout collecteur des contradictions d'une société. Et donc, on a vu que pacifiquement, les différences de point de vue, de projet, ont été soumis aux Sénégalais qui ont tranché. Et d'autre part, à côté de la victoire de la démocratie électorale, c'est aussi la victoire de la démocratie populaire. Les Sénégalais ont résisté à la tentative d'édulcoration de la démocratie électorale par le pouvoir sortant. Et donc, bravo aux Sénégalais de ce point de vue. Je voudrais là souligner l'importance, n'est-ce pas, aussi du citoyen contrôleur, comme le disait le philosophe Alain, le citoyen contrôleur qui contrôle et qui observe que on voulait lui en quelque sorte confisquer la démocratie électorale. Donc voilà, bravo aux Sénégalais. Et l'autre leçon essentielle, c'est quand même l'utilité infinie de la concurrence sur le marché politique. Si le Sénégal s'était doté d'un code électoral trop étroit,
cela n'aurait pas favorisé la participation d'un candidat anti-système. Donc, plus on laisse le choix aux concitoyens, eh bien, plus ils se trouvent devant une variété de projets et se trouvent en capacité de choisir, n'est-ce pas? Et enfin, je finirai peut-être par là. La dernière leçon qui me paraît absolument importante, c'est que la démocratie n'est pas une donnée pour toujours. C'est un effort de tous les instants. Je veux dire par là que les adversaires de M. Faye, notamment le challenger principal qui est Amadouba. voilà, M. Ba, je veux dire, tous les adversaires ont fait une démonstration d'esprit républicain en acceptant le résultat du jeu démocratique. Et ça, il faut le souligner. On n'a pas eu un candidat qui s'est dit, notamment M. Ba, qui s'est dit, bon, ben, comme je n'ai pas gagné, j'attise mes militants et puis on met le pays à feu. Non, on accepte le jeu démocratique et on reconnaît qu'au-dessus de soi, il y a le Sénégal, n'est-ce pas? Il y a le pays, l'intérêt général, dit-on. Donc, maintenant, pour ce qui est du projet de société et de la sortie hier de M. Faye, je voudrais dire que, au fond, son projet, c'est le fameux projet PASTEF, que j'ai eu l'occasion de lire. C'est un document de 84 pages. Et le titre, c'est « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». J'ai eu le bonheur de le lire. Au fond, c'est un projet sur 5 axes avec 15 orientations. Et, bon, on ne va pas les énumérer ici, mais enfin, la ligne du projet de M. Faye est assez claire. C'est sans doute, sans aucun doute, le souverainisme comme idéologie politique. Il y a plein de réformes. Moi, les réformes qui m'intéressent en premier, c'est évidemment les réformes économiques, de par mon métier. Et je dois dire que il y a de l'ambition. Notamment, il y a 2 grands projets sur le plan économique. Il y a le fait qu'il veut clairement assumer un modèle économique endogène d'industrialisation par substitution aux importations. Donc voilà le modèle. Et de l'autre côté, veut mener une réforme monétaire qui amènera le Sénégal à se doter de sa propre monnaie. Voilà les 2 grandes réformes. Évidemment, il y en a d'autres, mais les 2 grandes réformes qui frappent, c'est cela. Sur ce qui est, en ce qui concerne le modèle économique d'industrialisation, par substitution aux importations, au fond, c'est quoi? C'est un modèle autocentré qui consistera tout simplement à réduire la part d'importation du Sénégal pour développer, au fond, le potentiel industriel du pays. Alors, attention, parce que, vous savez, l'enfer est aussi pavé de très bonnes intentions, parce que c'est ce genre de modèle implémenté dans certains pays, notamment en Amérique latine, qui ont conduit à des mesures protectionnistes et à l'appauvrissement généralisé. Donc, il faut là aussi attendre et voir concrètement en termes de quel sera le contenu de cette grande ambition d'industrialisation. Est-ce qu'on assumera la liberté économique et donc le développement de la concurrence? Ça, c'est quelque chose à surveiller de très près. Et puis, et ça, il faudrait énormément de temps pour en débattre, la question de la réforme monétaire pour que le Sénégal aille vers sa propre monnaie. Moi, comment dire, je n'ai pas de, comment dire, je n'ai pas de d'idée, comment dire, je n'ai pas de posture particulière sur ce sujet, puisque les Sénégalais ont voulu ça, ils ont voté pour ça. Donc, il faudra laisser le Sénégal faire son expérience. Oui. Si nous sommes démocrates, il faut aussi assumer que parfois arrivent au pouvoir des idées qui ne sont pas les nôtres. Exactement. Julien Tometi, même question, un discours de rupture, quand bien même on reste dans les poncifs habituels,
intégration africaine, collaboration, renforcement des acquis, réforme de la CEDEAO, remise en cause de la monnaie, ainsi de suite. Quel est votre avis sur cette première prise de parole et les sillons déjà tracés par le président entrant? Vous savez, on connaissait déjà un peu, comment dire, la vision ou la philosophie en termes par rapport aux politiques publiques du PASTEF. On connaît également, comme l'a dit Jeff Kobri tout à l'heure, ce que en fait la coalition a proposé au peuple sénégalais. Et les premiers mots du président nouvellement élu nous renforcent davantage dans la conviction de ce que véritablement, en fait, ils entendent, comme ils l'ont promis au peuple sénégalais, opérer la rupture. Avant de noter cinq éléments principalement. Vous savez, le premier élément qui a fait, je ne l'oublie jamais, qui a fait naître l'idée même du PASTEF, c'était l'effet de corruption. Parce que vous avez cité des agents des impôts. Donc, les premiers éléments en fait de dénonciation presque syndicale, si on peut le dire, partaient de là. Donc, il n'a pas manqué de rappeler, en fait, de combattre la corruption en agissant avec humilité et transparence. Donc, c'est un engagement de longue date qu'il vient de réitérer. Il parle aussi de refondation des institutions. Vous savez, comme dans tous les pays presque africains, ceux qui ne partagent pas souvent les mêmes visions que la gouvernance sont en fait soumis à un certain nombre de velléités. Donc, ils sont passés par tant de choses. Vous savez, toutes les récriminations qu'ils avaient par rapport à l'appareil judiciaire, au fonctionnement des institutions d'une certaine façon. On a l'impression, comme on le dit toujours, que toutes les institutions sont quelque peu embrigadées par un seul homme, c'est-à-dire le chef de l'État. On va voir comment, en fait, le nouveau président élu fera, en fait, pour peut-être rééquilibrer peut-être ne pas aussi tomber dans les travers en fait lorsqu'on est à l'épreuve du pouvoir, parce que comme beaucoup le disent, quand on est au dehors, le discours est bon, mais de l'intérieur ça peut paraître autre chose. On a bon espoir en fait que le président nouvellement élu tiendra en fait cette promesse-là. La question d'intégration africaine, vous savez, l'enjeu sénégalais était beaucoup dans ces élections-là. En fait, c'est presque en fait une élection en fait au niveau de la CEDEAO. Quand on sait en fait ce que représente la CEDEAO, ce que représente le Sénégal au sein de la CEDEAO, et en fait ce nouveau vent du panafricanisme qui d'une certaine façon tente d'imbiber tout le monde d'une certaine façon. Et donc comment allier d'une certaine façon, comme on le dit, je ne dirais pas à travers les insuffisances en fait de la CEDEAO, il en a parlé, donc comme le discours béninois en fait travailler à réformer fondamentalement en fait la CEDEAO et rester ouvert à l'intégration internationale. Donc le peuple sénégalais à travers ses dirigeants reste ouvert tant que en fait ces collaborations restent vertueuses et respectent en fait les desiderata, non pas les desiderata forcément, mais en fait dans une ambiance de respect réciproque. Donc le Sénégal reste ouvert, sauf que le Sénégal a forcément en fait ses priorités, comme le disait Jeff Kobri tout à l'heure, les questions d'intégration monétaire ou autre, comment gérer ça. Donc le débat revient encore. Vous savez que le PASTEF est fondamentalement l'un de ses idéologies, c'est le panafricanisme d'une certaine façon. On va voir comment concilier en fait ce panafricanisme avec l'intégration non pas régionale mais internationale, ses relations notamment avec le pays colonisateur qui est la France et d'autres. Donc nous espérons bien que le pari sera tenu. Pour finir, c'est comme on le dit chez nous, le rehaussement social. Oui, le rehaussement social dit autrement, c'est-à-dire abréger la souffrance des couches les plus vulnérables. Et au Sénégal, c'est notamment en fait les femmes et les jeunes. On parle souvent en comme fait partout en Afrique de l'Ouest. Oui, pour le cas sénégalais, c'est encore plus partant parce qu'il y a beaucoup d'immigration clandestine. Il y a beaucoup d'immigration clandestine. Nous en parlons la dernière fois. Le Sénégal enregistre les plus forts taux d'immigration clandestine. Il y a immigration clandestine, il y a immigration partout, mais l'immigration clandestine avec ses revers, on le note fondamentalement au Sénégal. Encore que dans les chiffres, nous l'avions vu pour ces élections,
le Sénégal a l'un des plus forts taux en fait en matière de couches juvéniles, etc. Donc, il y a lieu de penser fondamentalement pour offrir de belles perspectives à cette jeunesse qui a porté, notamment, il faut le dire, hein, parce que ces élections, c'est l'élection du peuple sénégalais, mais la part des jeunes en a été pour beaucoup. Et donc, on ne pouvait pas faire en fait un premier discours comme ça en omettant en fait ces jeunes et qui parlent de jeunes, notamment, vous savez, dans nos contrées, la vulnérabilité des femmes. Donc, lorsqu'on arrive à assurer en fait l'urgence pour cette couche-là, véritablement, nous pensons, hein, comme il a dit, que véritablement on pourra leur offrir en fait un certain nombre de perspectives bénéficiaires. Donc, au-delà de tout ça, il y a les urgences pour lesquelles il faut s'attaquer. Donc, nous pouvons dire simplement en fait que le Diomaye Faye vient de tracer en fait les sillons de sa gouvernance, et le reste c'est qu'il travaille en bonne intelligence avec tout ce qui sera en fait des considérations internes qui vont se poser très tôt à lui, et également en fait les incursions au plan international. Voilà, un discours de rupture qui n'avait rien à envier avec jusque-là, tout compte fait, avec ce qu'on peut entendre au Niger, au Burkina ou au Mali, pas avec les mêmes accents révolutionnaires. Mais est-ce que vous voyez ce président dans ce pays qu'est le Sénégal, qui a toute une autre histoire, et rester on va dire, dans cette réclame perpétuelle, dans ce discours révolutionnaire, ou du moins être devenu président, il y a une sorte de normalisation, hein, même si les axes de gouvernement seront toujours présents. De toute évidence, ce qui est sûr, c'est que dès lors qu'il sera installé, il sera confronté aux réalités du pouvoir. Il y a un discours que l'on tient avant d'entrer dans les fonctions. Et quand on est là, quand on est assis dans le fauteuil, quand on connaît la réalité, quand on prend connaissance du tableau de bord avec les leviers de gestion du pouvoir, puisque un pays, c'est des agrégats, il y a des normes, il y a des choses qui sont préétablies. Ce n'est pas vous qui venez établir comment ça marche. La roue tourne déjà, vous n'allez pas réinventer la roue. Vous allez peut-être adapter ça à votre vision de l'État, et vous allez commencer par déployer votre gouvernance. Mais ça ne change pas du tout au tout. C'est pas comme si on balaye du revers de la main tout ce qui était là, tout ce qui est fait avant vous. C'est pas comme si tout ce qui se faisait avant vous, c'est absolument mauvais, on ne peut pas tirer quelque chose de bon de ça. Non, vous vous asseyez dans le même fauteuil, vous allez faire avec les mêmes lois, vous allez faire avec les mêmes dispositions, avec les mêmes institutions, et c'est des hommes qui animent ça, c'est l'ensemble de tout ça. Maintenant, c'est comment vous voulez manager, aussi bien à l'intérieur pour satisfaire les besoins de vos populations à l'intérieur, et maintenant par rapport à vos intérêts. Parce qu'en réalité, quand moi j'écoute des gens parler du discours de rupture, de révolutionniste, de machin et tout ça, là n'est pas le problème. Le problème c'est quoi? C'est parce que les Africains souvent n'arrivent pas à définir qu'est-ce qui est essentiel et où est leur priorité. Et la priorité en réalité c'est quoi? Un pays définit là où sont ses intérêts. C'est pas plus que ça, c'est une question d'intérêt, c'est pas une question d'amitié, c'est même pas une question de langue ou d'idéologie, c'est d'abord où sont nos intérêts. C'est quand vous avez défini où sont vos intérêts que vous définissez maintenant le chemin pour y aller vers, et vous baladez ça de sorte que ça soit en parfaite harmonie, en concordance avec ce à quoi aspire votre peuple. Du moins, la volonté générale des électeurs qui vous ont élus, puisque c'est pour eux que vous voulez faire tout cela, c'est votre bonheur que vous visez. Et donc, pour moi, quand on parle de rupture, c'est rupture avec quoi? C'est pas rupture avec ce qui se fait à l'intérieur. C'est avec les Sénégalais, les compétences sénégalaises. Mais bon, rupture avec les méthodes, rupture avec les options. Ouais. Les options et les méthodes, c'est quoi en réalité? Du point de vue politique, on ne vit pas en autarcie. On vit toujours avec des gens qui ont une vision de la chose, à peu près les mêmes visions que vous. Et vous déployez une certaine diplomatie pour pouvoir y arriver. Ça, c'est une chose. Ensuite, politique, ça entraîne économie. Économie, vous cherchez où sont vos intérêts. Un exemple le plus simple que je vais donner. Le Sénégal, tout comme la Côte d'Ivoire, ils sont en train d'explorer des gisements de pétrole. Quand vous prenez en Côte d'Ivoire... Explorer le Sénégal en phase d'exploitation. En Côte d'Ivoire, tout comme au Sénégal, si on devrait s'en tenir au discours avec ce que les pseudo-panafricanistes nous racontent tout le temps et tous les jours, normalement, ça aurait été des entreprises françaises qui seront
au Sénégal en train de faire cette exploration-là. Mais ce n'est pas le cas. Au Sénégal, quand vous prenez le cas du Sénégal, c'est beaucoup plus les Chinois et les Turcs qui sont là en train d'explorer. Si c'était ce qu'on nous avait dit d'habitude, donc pour moi, la rupture est déjà là. Les options sont déjà faites. En réalité, c'est comment on arrive à orienter ce que vous avez comme moyen vers l'essentiel de l'idéal que vous voulez atteindre. Quand vous choisissez de prendre l'argent ou bien les moyens qui doivent servir à construire des hôpitaux ou bien qui doivent envoyer des enfants à l'école, que vous menez ça dans autre chose ou bien que vous faites des choix qui ne sont pas pertinents, qui ne vous donnent pas le résultat que vous escomptez, ce n'est pas la France qui vous dit comment vous devez le faire. Et donc pour moi, ce cliché-là qu'on a toujours voulu montrer par rapport à nos relations, je trouve que c'est dépassé. Ce problème en réalité n'existe même plus. Et donc, quand on a fini de tenir ce discours-là pour accéder au pouvoir, quand on est dans la réalité vous rattrape toujours. Du coup, moi je trouve que c'est beaucoup plus parce que nous surfons sur ce que les populations voudraient entendre, ce qu'on pourrait leur dire pour arriver au pouvoir. Déjà pour moi, la phrase de si vous pouvez m'aider là, les partenaires les plus respectueux, viennent là dire un truc comme ça. Oui, ils sont là. Le Sénégal est prêt à travailler avec tous les Pour partenaires. moi, ça montre déjà qu'il y a déjà une démarcation avec le discours d'avant. Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on fera avec la réalité. Ce que la réalité nous imposera et qui évidemment, ne va pas entacher notre souveraineté parce que la question de la souveraineté, c'est des leviers sur lesquels on table. La question de la monnaie, la question de la politique intérieure, la question de la politique extérieure, c'est vous qui définissez ça, c'est pas les autres qui viennent vous définir ça. Donc, déjà, ce discours qu'il est en train de tenir, pour moi, il y a déjà une sorte d'adaptation à la réalité pour dire que maintenant on est là, on fera avec la réalité, avec ce qui est là. Donc, que les gens ne s'attendent pas à un certain miracle, que les gens ne s'attendent pas à ce que l'on dégage tout ce qui était là ou bien tout ce qui se faisait et qu'on ne vienne pas dire après, on a pensé qu'on aurait le changement, mais en réalité, on prend les mêmes et on pas pour le dégagisme. Ce dégagisme ne saurait s'opérer puisque la réalité est là et on ne peut faire qu'avec la réalité. Sophonie Jette-Kobouré, est-ce que d'une présidence voulue de rupture, on n'arrivera pas à une présidence, on va dire, somme toute normale, pas à la François Hollande, mais bon, pas loin, puisque ce terme lui a collé, présidence normale, d'autant plus que le Sénégal est, on va dire, à la veille on va dire, je ne dirais pas un game changer en termes de ressources pétrolières, mais d'un gros input en termes de moyens financiers et en termes de capacité de développement. Je vais parler de ces réserves découvertes il y a quelques années qui vont rentrer en exploitation sous peu. Est-ce que toutes ces données ne vont pas quelque peu normaliser une présidence, puisque le plus important sera d'en tirer les meilleurs fruits pour la population, et donc on éviterait tout le chamboule qu'on peut entrevoir parfois dans certaines prises de parole? Oui, alors vous avez raison et on va voir ce qui va se passer maintenant. Vous savez, on fait campagne en poésie, mais on gouverne en prose. C'est-à-dire que c'est maintenant que le plus dur commence. Les envolées lyriques. Vous pouvez le redire, on fait campagne en poésie? On fait campagne en poésie, mais on gouverne en prose. C'est-à-dire que la poétique. Et après, il faut gouverner. Et ça, c'est plutôt en prose. Parce que on se retrouve englué dans les contraintes, n'est-ce pas, de ce que c'est que, au fond, diriger une administration, donner des ordres, etc., etc. Et parfois trancher sur des sujets où il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Et il faut choisir entre plusieurs mauvaises réponses. Donc, le plus dur commence pour M. Faye en réalité, clairement, parce que les défis sont considérables. Alors, évidemment, depuis à peu près 10 ans, le Sénégal fait toujours entre 3,5 et 6% de croissance. Donc, en cela, sauf l'année de Covid. Donc, en cela, c'est un pays qui a une bonne dynamique économique. Mais enfin, n'oublions pas que le déficit public, encore en 2022,
était de 6,5% du PIB et que l'endettement du Sénégal aujourd'hui est estimé à 75% du PIB. Déjà, que ce soit sur le déficit public ou l'endettement du pays, eh bien, le Sénégal viole tout simplement les normes communautaires, c'est-à-dire 3% pour le déficit public et 70% pour l'endettement public. Donc, il aura la lourde charge s'il veut continuer l'aventure CEDEAO, s'il veut continuer à inscrire le Sénégal dans l'aventure CEDEAO, eh ben, il va falloir en fait remettre, n'est-ce pas, le Sénégal dans le droit chemin du point de vue efficacité de la dépense publique. Donc, il y a cela. Et puis, effectivement, il y a la manne des ressources pétrolières qui va rapporter, on estime, en termes de moyenne annuelle, à peu près 1 milliard d'euros. Quelque chose d'un peu moins de 700 milliards de francs CFA chaque année. Chaque année, sur les 30 prochaines années. Donc, effectivement, ils ont cette garantie-là. Mais enfin, si exploiter des ressources pétrolières était synonyme d'enrichissement d'un pays, ça se saurait. On aurait vu beaucoup de cas sur le continent. Il ne faut pas retomber dans ces logiques fallacieuses qui consistent à faire croire que la richesse se trouve simplement dans ce que la nature a produit. Il faut toujours revenir au principe sacré de la ponocratie. Pono sans grec qui veut dire travail, c'est-à-dire une économie qui met ses fils et filles au travail, une économie qui, au fond, laisse un environnement de liberté pour que chacun puisse exprimer son talent, parce que l'idée qu'on va diriger une économie aux petits oignons, n'est-ce pas, dans les moindres rouages, pour que ça donne quelque chose. Enfin, si ça marchait, l'URSS serait le pays le plus développé aujourd'hui. La planification étatiste a montré ses limites. Et j'espère que le programme économique ne sera pas souverainiste au point d'être isolationniste. C'est-à-dire que il ne faut pas tomber dans l'écueil d'isoler le Sénégal. Il faut, bien au contraire, inscrire encore une fois le Sénégal comme une merveilleuse locomotive de l'UEMOA. Il faut continuer à inscrire le Sénégal comme un pays ayant un système éducatif qui produit, bon an, mal an, quelques élites bien formées. Il faudra préserver ces choses-là. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est, vu qu'on sort de la phase poétique de la campagne, ce que donne la prose. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on met dans modèle économique endogène d'industrialisation par substitution aux importations. C'est beau comme projet, mais enfin, on veut voir concrètement. Est-ce que ça va être des taxes sur des importations et quid de l'embranchement de tout ceci? En même temps, c'est un spécialiste des impôts, donc oui, en matière de taxes, il sait de quoi il en retourne. Oui, j'espère qu'il ne va pas penser que c'est en asphyxiant les énergies créatrices qu'il fera prospérer le pays, parce que vous connaissez ce que disait Winston Churchill, qu'une nation qui essaie de prospérer par l'impôt est comme un homme dans un seau d'eau qui essaie de se sortir par le poignet. Ça ne marche pas. Donc, il faudrait évidemment que l'État puisse couvrir ses dépenses essentielles, donc avec un impôt tout à fait raisonnable, un niveau d'imposition tout à fait raisonnable, mais il faut encore là
fait très attention à ne pas, au fond, reproduire des erreurs que, au fond, la science économique a liquidées depuis maintenant un siècle, quoi. Voilà. Julien Dométier, pour progresser sur ce champ. Je reste sur ce champ pour dire, pour prendre un repère d'une certaine façon. Je me rappelle quand on parle de la manne pétrolière du Sénégal, vous savez, ça a fait l'objet d'une réflexion particulière de Ousmane Sonko à travers l'un de ses premiers ouvrages, Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation. Quand vous lisez le document, vous vous rendez compte, le document était fait de perspective de ce que devait être cette manne, en quoi ça devait être donner de belles perspectives au Sénégal. Mais en fait, c'est beaucoup plus de la dénonciation par rapport à un certain nombre de concessions qui ont été faites. Donc, je pense en cette matière. Et d'ailleurs, le parcours politique a commencé là. Voilà, je pense qu'il y aura en cette matière, il y aura une certaine rupture, comme vous le dites. Ce sont des éléments qui seront passés au pays fin, et donc ça va induire forcément une certaine, restructuration, ou bien on sera peut-être amené à reconsidérer un certain nombre d'accords préalablement établis. L'État du Sénégal va exprimer toute sa souveraineté par rapport à ces questions-là, parce que en vérité, qu'on le veuille ou pas, on ne peut que compter. Tout le monde, toutes les nations sont capables de mettre leurs fils au travail, mais lorsque vous avez des atouts additionnels comme de ces matières-là, ça donne un plus supplémentaire de l'oxygène à vos politiques. Donc, je ne pense pas que la gouvernance sénégalaise misera essentiellement sur les impôts, sur les exploitations, mais trouvera le mécanisme pour véritablement mettre la jeunesse sénégalaise au travail. Oui, très rapidement. La question pour moi de l'industrialisation, de la souveraineté industrielle et tout, ce qui est sûr, quand on dit ça, je disais tout à l'heure que le voir comment ça se fait, bon, on n'a pas besoin, à mon avis, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ça. C'est que il ne va pas faire de miracle. Ça ne peut que passer par la transformation. De façon structurelle, c'est souvent ça. Donc, quelles sont les potentialités du Sénégal? C'est là que on peut tabler pour aller à la transformation et avoir un tissu industriel. Ce qui, en plus maintenant, parce que les potentialités, c'est connu depuis Mathusalem, c'est connu depuis des années, c'est le fait même qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir avoir cette industrie-là. Et ce qui passe fondamentalement d'abord par la question de l'énergie, il faut régler ce problème d'abord. Ensuite, maintenant, venir à la question de la compétence, puisque l'industrie, ça suppose le savoir, ça suppose la compétence et tout. Et malheureusement, c'est là où le problème se trouve en Afrique. Et le problème se trouve en Afrique. Donc, ça amène beaucoup de choses. La question de l'éducation, c'est la question de la recherche appliquée, c'est tout ça qui amène à avoir un tissu économique basé sur la transformation. Et donc, c'est tout un parcours. Et ça, on ne fait pas ça en un mandat, on ne fait pas ça en un an, on ne fait pas ça en 2 ans. Donc, très tôt, ce discours de rupturien, de panafricaniste qui fait rêver et tout, se heurte à la réalité et on se rend compte tout de suite que, bon, comme le disais tout à l'heure, on a fait la campagne en poésie. Somme toute, il faut rester avec la réalité et dire la vérité au Sénégal, dire les choses telles qu'elles sont. Parce que le fait de ne pas dire aussi les choses telles qu'elles sont font que, une fois arrivés dans le fauteuil, ceux qui accèdent au pouvoir n'arrivent plus. Ça dit qu'ils n'arrivent plus à tenir parole ou à tenir promesse, et c'est comme des promesses non tenues. Il faut se baser sur ce qui est là. Je prends un exemple. Ici, par exemple, on parle d'une planification sur 2060. Donc, sur la base de ça, on n'a même plus besoin de faire des incantations. Maintenant, si je reviens à la question de la monnaie, qui implique par ailleurs la question de la CEDEAO, de l'UEMOA et tout, pour moi, c'est qu'on n'est jamais arrivé, et c'est des choses sur lesquelles il faut faire campagne désormais. Il faut que quelqu'un qui veut accéder au pouvoir nous dise ce que lui pense de ça. On n'a jamais pu débattre sur le fait comment arriver concrètement à passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Est-ce que les peuples ont définitivement adhéré à cela? Et moi, j'appelle à cette question, il faut qu'on résout ça. Il faut que les peuples choisissent d'adhérer, de voir maintenant, quand on adhère à ça, quelles sont les implications. Donc, c'est de vrais débats qu'il faut mener. On ne sort pas simplement de nulle part comme ça pour imposer la question de la monnaie. Donc, pour moi, c'est des questions qui restent à poser. C'est un débat
qui, au-delà de la campagne, va continuer par être menée tout au long du mandat et de la gouvernance de Faye. Sophonie Kaboulé, pour finir, est-ce que vous croyez réellement à une remise en cause des contrats dans le domaine pétrolier, puisque on l'a vu dans d'autres pays, on le promet à chaque fois. On l'a vu dans le secteur minier au Congo, en RDC, bon, ça finit toujours en quelques avenants. Donc le grand soir n'arrive généralement jamais, et puis la communication passe par là, on repart on renouvelle, disons, les baux existants, et puis c'est un peu comme si rien ne s'était passé avant. Oui. Vous savez, la question de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers avec les opérateurs étrangers, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Parce que, après tout, il y a des contrats. Donc, soit vous êtes un État voyou et vous foulez au pied le droit, en disant ça n'existe pas, tout ça n'existe pas, on ferme tout, on reprend à zéro. Mais enfin, il y a quand même des contrats. Et en faisant ça, il n'est pas sûr, comment dire, il n'est pas sûr que les investisseurs étrangers restent aussi. C'est ce qu'il faut souligner. Ouais. Moi, je crois que l'un n'est pas à la discorde ou à des chamailleries avec les opérateurs pétroliers. Je pense que la renégociation des contrats demain est toujours difficile. Pourquoi? Parce que, en réalité, un chef d'État a très peu de choses à imposer, aux opérateurs internationaux. Il faut revenir à un principe de réalité. C'est la vérité. On peut le déplorer. Mais enfin, si vous contraignez les investisseurs, ils vont partir. Donc, vous pouvez très bien, vous gardez votre pétrole sous terre. Mais enfin, les 700 milliards de francs CFA que vous aurez pu avoir, vous ne les aurez plus. Oui, exactement. Donc la question, il faut aussi comprendre que la démocratie, c'est aussi un système qui permet une forme de continuité de l'État. On ne va pas jouer à chaque fois à la politique de la tabula rasa. C'est-à-dire que le Sénégal naît avec nous. Ouais, non, le Sénégal existait avant. Il y a des gens qui l'ont dirigé. Il y a des gens qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et il faut l'accepter. Attendre des échéances, quitte au moment de renouvellement des contrats, effectivement, puisque ces contrats contiennent forcément des échéances, et au moment de renouvellement des contrats, peut-être corser un peu plus, ou même, à contrario, libérer un peu plus des vices. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose à espérer de ce point de vue-là. Et encore une fois, je ne crois pas que le salut du Sénégal passera par l'exploitation du pétrole. Voilà. Merci Sophonie Kaboulé. On est dans l'Extra Time. Merci pour vos éclairages. En espérant pouvoir vous retrouver très bientôt. Merci à vous. Vous êtes économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Julien Tomenti, analyste politique, gérant du cabinet juriste et associé juriste, bien entendu. Mohamed Liamidi, analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver bien évidemment nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live, et continuez par nous suivre vers notre application Télé Bénin, Télé avec vous, pour vous.